Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, manager les seniors, quels écueils à éviter. On en parlera avec Eric Gras, il est notre invité, il est le directeur de l'expertise emploi chez Indeed. Le cercle RH, on parle du sens au travail, on en a beaucoup parlé de ce sens au travail. Il est devenu un pilier d'ailleurs de la santé mentale. On en parlera avec deux experts, François Cochet et Nina Van de Stig, porte-parole France de Good Habits. Et puis le livre de Smart Job avec Lucie Quillet, Devenir badass au travail, édition Diathéno, la place des femmes, leur engagement dans l'entreprise, qu'elles osent, on va en parler avec elle. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup des seniors. Alors c'est un sujet politique qui est au cœur de l'actualité sur le prolongement du travail des seniors. Mais comment gérer un senior quand on est un manager? Comment on se positionne face à un senior? On en parle avec Eric Gras. Bonjour Eric. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur de l'expertise emploi chez Indeed. C'est un sujet vraiment intéressant parce que c'est un peu aussi une zone grise. Comment ça se passe? Le senior est plus difficile à manager qu'un salarié 25-49? C'est la bonne question en fait. C'est qu'à chaque âge, on a un degré d'exigence différent. Donc à partir du moment où une entreprise comprend ça, elle arrivera à adapter son modèle managérial en fonction de sa cible. Et je dis toujours qu'il faut considérer ses candidats, ses salariés comme ses clients. Et donc quand on fait un peu de marketing, on se rend compte qu'on ne s'adresse pas de la même façon à tel ou tel public. Et donc le senior, naturellement, grosse maille du senior, parce qu'il y a toujours des subtilités, oui, mais va avoir des attentes différentes. 55 ans pour vous le senior ou c'est 45 ans? Parce qu'il y a tout un débat sémantique. Oui, voilà, il n'y a pas de définition claire, c'est-à-dire que pour beaucoup c'est à partir de 45 ans. Si on considère dans l'emploi par rapport à Pôle emploi, etc., on est plutôt plus de 55 ans. Donc il y a une différence, mais dans nos études, on fait la différence entre les plus de 45 et les plus de 55. Votre étude, elle est intéressante parce qu'on traite beaucoup de ce sujet des seniors sur le plan de la sociologie, de leur difficulté de retrouver un emploi, mais là on parle de ceux qui sont en entreprise. À l'approche de la retraite, certains salariés, dont les seniors, et ça c'est vos chiffres, 64% de ces salariés seniors refusent plus systématiquement des tâches. 64% acceptent moins bien les critiques et les remarques négatives. Et je me mets dans la peau d'un manager qui a 35 ans, c'est quasi ingérable. C'est pas ingérable, et d'ailleurs si on va au-delà de cette génération des seniors et qu'on regarde chez les plus jeunes, c'est aussi une tendance à la hausse. C'est-à-dire comme on a basculé dans un marché candidat, les gens sont plus exigeants aujourd'hui vis-à-vis de l'emploi et de l'employeur. Donc c'est la même tendance d'ailleurs chez les jeunes que chez les seniors. Après, quand on est senior, qu'on a déjà vécu un certain nombre de choses, on est moins corvéable à merci. Ça ne veut pas dire qu'on est moins productif, moins investi dans l'entreprise, mais il y a des choses qu'on accepte moins parce qu'on est peut-être un peu plus investi, intègre, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut faire, ce qu'on veut plus faire, donc on transige peut-être un peu moins. Enfin, vous nous dites quand même qu'il faut une capacité d'adaptabilité du manager qui doit aussi savoir à qui il parle. Comme on parle à son client, on ne dit pas la même chose en fonction de l'âge. Il y a quand même des enjeux qui sont assez politiques parce que le senior qui approche de la retraite dit il me reste 2-3 ans et vous dites, et je l'ai lu, qu'il peut y avoir un deal qui s'installe entre le senior et l'entreprise. Si vous me faites trop travailler, moi attention, je dégaine la rupture conventionnelle, même si elle est remise en cause, ou attention, je dégaine l'arrêt maladie. Oui, alors après, ce qu'on constate, et c'est ce qui a été dit avant, c'est que les seniors ont envie de travailler et le plus longtemps possible. Par contre, pas dans les mêmes conditions. Donc, en effet, adapter le temps de travail. Selon certains métiers, il y a aussi la pénibilité qui s'installe. L'âge arrivant, on peut aussi avoir des problèmes de santé. Donc, tout est dans la mesure et l'adaptabilité entre, une fois de plus, employeur et candidat. Quand même, le regard d'Indeed à travers le sujet politique qui nous incombe. On parle des seniors depuis 20 ans, on nous parle d'un index senior, ça ne marche pas, de quotas. On nous dit que les seniors vont devoir travailler plus longtemps, de 62 à 64 ans, et on voit dans les faits, et je ne sais pas si c'est vérifié chez vous, qu'une partie des seniors à 57-58 disent « moi si je peux arrêter tout de suite, j'arrête ». Comment ça se passe là sur les offres et je dirais sur ceux qui postulent? Il y a beaucoup de seniors ou pas? Alors, il y a beaucoup de seniors, et d'ailleurs, depuis 3 ans, on constate une augmentation très très forte de notre audience sur les plus de 55 ans. Donc, on voit qu'il y a un intérêt à chercher un job, mais à chercher le bon job. Et c'est pour ça que je ne veux pas opposer les générations,
Parce que c'est la même chose chez les jeunes qui ne cherchent plus uniquement un job pour la plupart, mais le bon job, donc le bon équilibre vie pro-vie perso, l'entreprise qui a du sens, l'entreprise qui m'offre de bonnes conditions de travail. Et d'ailleurs, on n'a pas les mêmes attentes quand on est jeune et qu'on n'est pas parent, quand on est parent, quand on est aidant, un autre sujet qui m'est cher, et quand on est senior. Donc en fait, les gens veulent travailler, et d'ailleurs travailler fait vivre, entre guillemets, dans de bonnes conditions. Mais pas travailler à n'importe quel prix, n'importe comment et n'importe où. C'est des seniors qui cherchent, et là vous avez ces datas, j'imagine des CDI, des CDD, puisqu'on se souvient du débat sur les retraites, avec l'évocation d'un CDI senior, c'est-à-dire un contrat un peu différent. Ils recherchent le même contrat à plein temps, ou ils se disent, par mon âge, par mes obligations familiales, j'ai envie d'avoir moins de travail, d'être plus flexible. Est-ce que c'est ça qu'ils recherchent finalement? Peu importe, ils cherchent un job. C'est vraiment la différence. C'est-à-dire quand on est plus jeune, pour accéder à la propriété, il faut plutôt avoir un CDI, donc il y a des contraintes externes. Quand on a plus de 55 ans, parfois la maison est déjà payée, les enfants sont déjà grands. Donc on a un peu moins de contraintes économiques d'ailleurs, ce qui casse un peu l'a priori aussi que les seniors sont beaucoup plus exigeants. C'est juste qu'ils ont à passer, donc ils essayent de garder le même niveau. Et peuvent accepter finalement même presque de baisser un peu leur salaire. Bien sûr, si le job en vaut la peine, même si c'est un CDD, le pouvoir et l'amour de la transmission, par exemple, est essentiel. Et là, ça les valorise. Ça les valorise, et c'est pas que sur l'école bleue, sur l'école blanc aussi. Bien sûr. Donc c'est plutôt cet équilibre, et donc ils cherchent à la fois même du freelancing. On a de plus en plus de seniors qui se mettent à leur compte, parce que par défaut, ça fait partie, une fois de plus, des publics les plus discriminés en France, les seniors et les juniors, ayant du mal à trouver un travail, vont regarder ce qui se propose à eux. Et pour terminer, ça leur permet aussi d'avoir un emploi du temps plus flexible, de ne plus être finalement dans les contraintes de l'entreprise. Absolument. Je pense qu'ils recherchent ça, ces seniors. Oui, les seniors, comme une fois de plus, d'autres tranches de population recherchent un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et c'est vrai, quand on a 55 ou 60 ans, 55, il nous reste quasiment 10 ans à bosser maintenant. Il ne faut pas l'oublier. Donc on n'est pas juste à la porte de la retraite, on est quand même un peu plus loin que ça. Les 10 dernières années qui vont me rester, voire plus, parce que certains veulent continuer et travailler jusqu'à 70 ans, vont chercher à le faire, mais dans les meilleures conditions possibles. Sujet intéressant à découvrir, étude Indeed. Merci Eric Grad d'être venu nous éclairer sur cette sociologie du senior, cette relation au senior d'ailleurs des managers, sans opposer les générations. On a bien retenu le message, évidemment. Merci. Le cercle RH, tiens, ça va faire écho. Le sens au travail, engagement, désengagement, mais aussi risques psychosociaux. Oui, quand on n'a plus de sens au travail, eh bien sa santé mentale est impactée. On en parle avec mes invités, c'est le cercle RH. Le cercle RH pour parler de la santé mentale des collaborateurs. Vous vous en souvenez, on en a beaucoup parlé pendant l'ère Covid avec des salariés qui étaient isolés, mais là il y a un vrai sujet autour de santé mentale et sens au travail. Quand on perd le sens au travail et qu'on n'a plus de sens au travail, ça peut avoir des implications directes sur sa santé mentale, et on va en parler, on va l'expertiser avec nos invités. Nina van de Stieg, je pense l'avoir bien prononcé me semble-t-il, porte-parole France de Good Habits, qui est une société hollandaise, fondée en 2011, qui travaille justement sur des plateformes, et en particulier une plateforme sur l'accompagnement des salariés dans leur santé mentale. Est-ce que je résume bien le sujet ou... Alors, oui, tout à fait. Dans leur santé mentale, mais de manière générale dans le développement personnel du collaborateur. Développement personnel du collaborateur, on va en parler parce qu'il y a un lien évidemment. Quand on se sent mal, on peut avoir une dégradation de son état de santé mentale. François Cochet, ravi de vous retrouver. Bonjour. Vous êtes directeur des activités santé au travail chez Secafi. Groupe Alpha, si je ne m'abuse, et vous êtes le président de la Fédération des intervenants des risques psychosociaux, FIRPS. J'ai toujours un peu de mal à le dire, vous remarquez ? Vous progressez. Je progresse sur le mot FIRPS. Quel sens au travail, qui est le dernier document réalisé, on le voit sur la couverture, retour d'expérience et pistes d'action. Je commence par vous parce que vous dites dans le digest de ce document que en fait la vraie difficulté, c'est pas tant le sens au travail que la qualité de travail. Vous démarrez aussi par la qualité du travail. Le sens, c'est très philosophique. Vous dites, parlons déjà peut-être de la qualité de travail. Parlons déjà du travail. C'est ça. Voilà. Mon travail est ambigu. On dit je vais au travail, puis après je fais mon travail. C'est le lieu, c'est ce qu'on fait. Le problème, c'est les gens qui vont à reculons au travail. Voilà, et ça, il y en a beaucoup. Et une fois qu'ils sont au boulot, on n'est plus à l'époque de Taylor où on soulevait des gueuses de fonte. On doit mettre son intelligence, son cœur dans son travail. Et donc, si on a quelque chose, une araignée dans la tête, si on a des raisons de ne pas aller bien, on ne peut pas bien travailler.
Et parfois, on n'a plus envie de bien travailler. Donc il y a beaucoup de débats en ce moment sur la baisse des gains de productivité, sur la crise du travail, et on ne s'interroge pas assez sur ce qui se passe dans la tête des salariés, qui font que pour une partie d'entre eux, ils n'ont plus envie de travailler. Donc ils y vont, ils sont obligés. On a beaucoup parlé au moment des retraites de pénibilité. Oui. La pénibilité, c'est d'abord les métiers physiques, où il y a encore le corps on pense à ça. qui est beaucoup sollicité. Mais c'est 20% des salariés qui sont concernés aujourd'hui par cet aspect-là. Pour les 80% autres, le sujet que je mets en face de la pénibilité, c'est le risque de lassitude. Alors la lassitude n'est pas généralisée. Le boring, Il l'ennui. y a des gens qui sont très contents d'aller au boulot, qui font un travail qui les intéresse, qui les motive, où ils mettent leur intelligence, leur cœur, où ils sont reconnus, où ils ont des relations avec une équipe sympathique, où on coopère, etc. Mais c'est pas le cas partout. Et quand c'est pas le cas, c'est pas bon pour les entreprises. Parce que le travail, en fait, on fait semblant de travailler finalement. Et puis c'est pas bon pour la santé, parce que rentrer le soir en se disant j'ai fait semblant de travailler, ou j'ai travaillé parce que j'étais obligé mais j'avais pas envie, et ben dans la durée c'est vraiment pas bon. Ça, c'est chez Good Habits, vous avez des programmes justement de formation autour de la question de la santé mentale et d'épanouissement du collaborateur. Et si j'ai bien compris, très affinés finalement à travers des différentes typologies, à travers un questionnaire très détaillé qui permet de savoir où vous situez la personne. Ce qu'on décrit là à travers ce document de la FIRPS, ça correspond à l'état d'esprit de ces personnes qui suivent vos programmes? Des gens désengagés, des gens dans l'ennui, des gens qui font le quiet quitting, comme on dit? Pas forcément. On s'adresse vraiment à tous les collaborateurs. Par contre, c'est vrai, en revanche, en France, on sait que 62% des employés français ont souffert en tout cas de stress assez important, et on sait que le stress, ça cause peut-être une démotivation ou une perte de sens au travail. Donc, globalement, en France en tout cas, on s'adresse quand même à des collaborateurs qui peut-être connaissent en tout cas une lassitude au travail et qui vont à reculons au travail. Mais ils vous disent quoi? Parce que vous avez des programmes pour tenter de répondre ou de les accompagner dans ces, je mets des guillemets, mais des souffrances, parce qu'il y a beaucoup qui ressentent cette souffrance. C'est quoi leur difficulté de fond finalement? C'est le travail qui correspond plus à leur goût? C'est la qualité du travail qui s'est dégradée parce qu'on leur demande trop? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça peut être tout un tas de raisons, hein. Ça peut être justement du stress un peu trop intense au travail, ou alors une relation qui n'est pas optimale aussi avec son manager ou avec ses équipes. Il y a plein de raisons qui peuvent causer un désintéressement en tout cas au travail, mais il y a vraiment des solutions, et en tout cas le développement des compétences, c'est une des façons très efficaces pour justement redonner envie aux collaborateurs d'aller au travail et Et se réengager. Et se réengager, exactement. Juste quand même, on a démarré par le travail, puis la qualité de travail, puis le sens au travail. Encore une fois, vous-même, vous le dites, il y a un caractère assez subjectif du sens au travail, parce qu'on a tous une définition très différente du sens qu'on met à notre travail. Comment on fait là pour créer en fait un concept alors qu'on est sur des cas très individuels? Chacun aura sa définition du sens au travail. C'est là qu'intervient le management et son rôle essentiel. Parce que chaque personne a, en fonction de sa personnalité, sa conception du travail. Cette conception, elle va aussi évoluer dans le temps, en fonction des événements de la vie, de différentes choses. Par exemple, pas de formation pendant des années, au bout d'un moment, on s'étiole. On m'a oublié, c'est ça. Voilà. Et le management, on peut même définir le management comme étant celui ou celle qui va rendre compatible des individualités qui n'ont aucune raison d'être homogènes. Et d'ailleurs, chercher l'homogénéité, c'est un leurre absolu. Il faut arriver à faire travailler ensemble des gens différents, qui s'acceptent, qui se comprennent, voire qu'ils aient plaisir à le faire. Ça, c'est le chapitre 3, c'est le rôle du manager. Voilà. C'est celui qui va créer le lien. Mais lui, vous dites quand même qu'il lui aussi est en quête de sens. Parce que non seulement il doit embarquer ses équipes, mais ce même manager, lui-même, est habité par l'idée qu'il en a ras-le-bol de faire 15 heures par jour. La définition que je viens d'en donner, qui à mon avis est extrêmement positive et motivante, elle n'est pas généralisée. Il y a beaucoup d'entreprises, on demande plutôt de la surveillance, du reporting, des remarques permanentes. Et il y a effectivement une crise du management, puisque beaucoup de personnes, il y a de plus en plus d'entreprises qui n'arrivent pas à pourvoir des postes de management. Je connais des grandes entreprises qui ont des établissements de plusieurs milliers de personnes, avec des DRH en poste vacant pendant 6 mois.
plus personne ne veut prendre ses postes. Trop exposé, trop de pression. Et puis un manque de sens, puisque finalement ce qu'on demande aux managers est totalement contradictoire. On leur demande de développer l'autonomie, mais dans un couloir tellement étroit que ça ne veut rien dire. On dit aux gens, faites confiance à vos équipes, mais on les surveille en permanence. Donc, les managers ne supportent plus ces situations. Des injonctions contradictoires. Exactement. Chez Côté Good Habits, parce que dans le document de la FIRPS, dans les recommandations, il y a des choses très concrètes. Vous avez d'ailleurs tenu un colloque en octobre dernier. Il y a la notion de prévention primaire. Là, c'est un terme très technique, inscrit dans le Code du travail. Mais finalement, dans l'action que vous faites, c'est quoi? C'est de la prévention primaire. Vous dites à l'entreprise, avant d'arriver à l'accident, plutôt travailler en amont. C'est ça votre discours? Exactement. En fait, c'est vraiment à l'entreprise, donc au manager, mais de manière générale à l'entreprise, de vraiment décider de se lancer et aborder les sujets de la santé mentale en entreprise. Et en tout cas, opter pour une solution comme Good Habits, c'est une première étape en fait pour aborder ces sujets-là. Déjà pour afficher aux collaborateurs que oui, on parle de la santé mentale, je vous propose des formations en interne pour vous former sur ces sujets-là. Et ensuite, ça permet aussi, parce que je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance du manager au niveau de l'accompagnement du collaborateur pour aller mieux et pour sa qualité de vie au travail. Good Habits, par exemple, on propose des formations. C'est important de former et que l'entreprise forme les managers justement sur l'accompagnement des collaborateurs. Parce qu'un manager, en effet, ne peut pas être seul face à des collaborateurs qui ont besoin d'être guidés pour aller mieux au travail. Ouais. Prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire, ça renvoie quand même à des débats d'ailleurs des partenaires sociaux sur les fameux risques psychosociaux. Auparavant, on n'associait pas quête de sens au travail et RPS. Vous le faites. Il y a un lien. Oui, alors c'est incroyable. Le sens au travail est un sujet extrêmement vaste. Donc, dans les travaux qu'on a mis, on a choisi 3 axes. Les conditions de travail, la formation et le développement des connaissances et le management. On aurait pu en prendre d'autres, mais on n'aurait jamais abouti. Bon, donc c'est pas exhaustif. Et là aussi, on ne peut pas donner des recettes sur des sujets pareils. On donne des repères. Il faut aussi que chaque entreprise, chaque organisation, chaque collectivité ait sa propre réflexion en fonction de sa culture, de sa sociologie, de ses contraintes, adapte les bons conseils qu'on peut leur donner en local, en discute avec les représentants du personnel, et après s'inscrivent eux-mêmes dans le droit à l'erreur. C'est-à-dire que construire des programmes de qualité de vie au travail, c'est aussi s'apercevoir qu'on peut se tromper. Si une mesure qu'on croyait bonne il y a 1 an, on s'aperçoit qu'elle ne donne rien, et il ne faut pas s'acharner, il faut peut-être la retirer, en mettre une autre. Mais alors ça, que le réflexe, souvent, c'est d'en rajouter. C'est un combo RH, c'est un combo partenaires sociaux, parce que les RPS, ce sont des documents extrêmement techniques, où on voit le nombre de personnes qui ont été en arrêt maladie, les problèmes de santé mentale, c'est un coût pour la collectivité. Donc l'entreprise en amont doit faire quoi? Cette prévention primaire à travers des formations, c'est ça l'objectif? L'employeur n'a pas le choix. C'est une obligation. De la santé des salariés, c'est une obligation. Par contre, la meilleure façon de le faire, c'est quand même dans la concertation avec les représentants du personnel. Parce que sur la question des risques psychosociaux, du sens au travail, on est au cœur même des individus. Donc le faire de l'extérieur, pour eux et pas avec eux, n'a aucun sens. On est à peu près sûr de mettre à côté de la plaque. Risques psychosociaux, c'est très détaillé. C'est des gens quoi? Qui ont eu des difficultés mentales, des troubles mentaux. Que ça se définit comment, ces fameux RPS là, qui sont catégorisés? Alors, les troubles, c'est quand les risques se sont manifestés. Les risques, c'est avant les troubles. Hein. Le risque incendie, c'est avant le feu. Avant le feu. Voilà. Mais après, c'est effectivement le stress, le désengagement, les tensions entre collaborateurs. Violence, donc, enfin, en tout cas, tension. De plus en plus forte avec le management. Il y a de plus en plus de plaintes pour harcèlement et d'enquêtes harcèlement. C'est vrai. Alors, pour des raisons qui s'expliquent assez bien, moi, ça fait plusieurs années que j'ai considéré que la suppression des représentants du personnel était une très mauvaise idée. De proximité. Oui, bien parce sûr. que c'est ce qui permettait de traiter les problèmes tôt, en amont, avec le manager. Et de désamorcer. Et moi, j'ai écrit il y a 4 ans. Au bout d'un moment, les sujets non traités, parce qu'il n'y a plus les représentants pour les traiter en amont, ils pourrissent gentiment et ils finissent par des demandes de réparation, des accusations de harcèlement. Et là, pour reculer, c'est très difficile. Quand le mot harcèlement est prononcé, très souvent, on aura des dégâts importants derrière. Pour la personne accusée de harcèlement, parfois à juste titre, ou parfois à tort. À tort, exact. Et pour la personne, quand les gens commencent à exprimer leurs difficultés en termes de harcèlement,
c'est souvent qu'un point de non-retour est atteint, malheureusement. Et effectivement, et là c'est trop tard parce que j'ai envie de dire que même avec une très belle formation Good Habits, on ne peut pas rattraper le tir. Vous situez, je dirais, en amont, vous dites à l'entreprise, pour éviter les cas de figure dont on parle, qui ne sont plus des risques mais des troubles, traitons les risques. C'est ça, et c'est vraiment une solution de support. Il faut vraiment être accompagné par un professionnel, un psychologue, et se tourner vers les RH si jamais on est dans une situation de détresse psychologique, bien évidemment. Mais en tout cas, des formations, ça sert à déjà se former sur ces sujets-là, c'est très important. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir mettre en avant et de montrer aussi que l'entreprise est ouverte à recevoir un témoignage ou alors recevoir une situation d'un collaborateur qui se sentirait mal en entreprise, qui puisse se tourner vers les RH. Vous recueillez ce type de sujet parce qu'il y a une plateforme e-learning où la personne va être accompagnée sur la plateforme, ça on a bien compris, mais est-ce qu'il y a des points de passage où elle peut aussi parler à quelqu'un physiquement en lui expliquant ses difficultés? Alors, on ne sera pas en direct avec les collaborateurs. Par contre, on forme justement les services RH à s'approprier les sujets qu'on met en avant dans nos formations pour qu'eux puissent prendre... Et piloter, oui, bien sûr. Piloter, exactement, et mettre en avant ces sujets-là avec les collaborateurs. On change le code du travail, François Cochet, ou pas? Est-ce qu'on doit encore le changer ou est-ce qu'on a tous les outils au sein du code du travail pour régler, j'allais dire presque ces nouveaux sujets dont on parle, le sens, la santé mentale, les troubles psychosociaux liés à un désengagement, une forme d'ennui? Je trouve que c'est très nouveau, ça. C'est nouveau ou pas, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a 40 ans, on ne s'ennuyait pas au travail et personne n'en parlait? Pas de la même façon. Je pense qu'il y a des évolutions lourdes, structurelles, très importantes. Changer le code du travail, on a repris une proposition qui n'est pas de notre fait, mais qu'on soutient, qui a été reprise par le rapport de Jean-Dominique Sénard et Mme Théry. Madame Théry, absolument. Et de rajouter un 10e principe de prévention, donc il y a 9 principes de prévention, et je trouve cette proposition remarquable, c'est ajouter un seul principe, écouter les travailleurs. C'est vrai, vous le dites d'ailleurs, revenir à l'essentiel. Voilà. L'humain. S'il y avait une modification du code du travail à faire, ça serait celle-là. Alors elle est peut-être un peu simple, on aime bien les lois très compliquées en France, mais je crois qu'il faut 14 mots à ajouter. Ce serait brillant. Donc vous nous dites en creux, avec presque un œil qui brille, c'est que globalement tout ça est très simple, mais tout ça n'est pas fait. C'est un mot très simple, mais qu'on ne fait pas. Absolument pas. Écouter un collaborateur. Je vous vois acquiescer, parce que c'est la réponse, enfin c'est la promesse que vous avez chez Good Habits, c'est après tout de combler cette difficulté. Tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a revu un peu notre façon de voir un peu la formation en interne. Et on propose aujourd'hui des tests psychométriques parce qu'on considère que c'est la connaissance de soi du collaborateur qui lui permettra derrière d'avoir un parcours de formation adapté à son profil. Exactement, ce que j'évoquais. Et vraiment adapté à ses attentes et ses besoins. Donc un test psychométrique lui permettra de savoir vers quelle formation se tourner par rapport à son... s'il est en mal-être, par rapport à son mal-être actuel. Et ça ne sera pas la même chose que pour une collègue qui est plutôt, elle, Exactement. a le sentiment d'avoir été mise au placard. En effet, écouter, donc que ce soit un service RH ou alors donner en tout cas la possibilité au collaborateur de le faire par lui-même, c'est déjà une bonne première étape. Une fois que vous avez donné cette plateforme et que les gens s'en servent, ou pas d'ailleurs, les DRH ont un retour, ils ont, eux, un accès à cette réalité concrète des résultats du test psychométrique ou pas? Parce que c'est confidentiel quand même. C'est confidentiel. C'est confidentiel. Ils peuvent demander, ça peut être un bon exercice en tout cas avec un manager, de demander au collaborateur s'il accepte de partager ses résultats. Voilà, ça peut être un début de conversation avec son manager, ça peut être utile. Et sinon, on peut bien sûr, en tant que DRH, voir les résultats d'utilisation bien sûr des formations et des tests. Ceux qui s'en emparent. Oui, ceux qui s'en emparent. Et on conseille toujours quand même de faire des enquêtes de satisfaction auprès des collaborateurs. C'est vital. C'est essentiel. Merci à vous deux de nous avoir éclairé. Merci à vous. Les 14 mots à rajouter dans le Code du travail, dans le cadre du Conseil national de la refondation. C'était de ça dont vous parliez. Absolument. Merci à vous, Nina Van de Stieg. Vous êtes porte-parole France de Good Habits, une société néerlandaise qui fait justement de l'accompagnement en plateforme digital learning, de la formation digital learning, notamment autour de ces dimensions de santé mentale et de bien-être au travail. Merci à vous, François Cochet, directeur d'activité santé au travail chez Secafi, et vous êtes membre et président de la Fédération des intervenants des risques psychosociaux, les RPS, avec ce document Quel sens au travail, réalisé par la FIRPS.
Et qu'on peut télécharger gratuitement sur notre site. Et ben voilà, et c'est 14 mots aussi. La suite de nos programmes avec Fenêtre sur l'emploi, évidemment, et on accueille notre invité. Le livre de Smart Job pour parler des femmes au travail, de leur confiance au sein d'une entreprise, à travers ce livre écrit par Lucille Quillet, Devenir badass au travail, le guide ultime pour en finir avec le syndrome de l'impostrice, édition Diathéno. Bonjour Lucille. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. D'abord, juste un mot. Badass comme ça. Oui. C'est un choix radical que vous faites dans le titre. Oui, c'était pour y aller concrètement, clairement, direct. Alors, souvent, on me demande qu'est-ce que ça veut dire. Je suis allé voir la définition. Badass, alors. C'est des femmes qui ont une sorte de courage. Alors, c'était d'abord attribué aux hommes, et puis ça a été ensuite attribué aux femmes. Voilà, badass, on traduit souvent par dur à cuire. Ouais. Pour moi, badass, c'est ne plus s'excuser, ne plus attendre les autorisations, prendre sa place, défendre ses intérêts. Et ne pas avoir peur de déplaire aux autres aussi. Donc voilà, c'est être un peu plus prétentieux et un peu plus égoïste. C'est quoi? C'est la culture familiale, c'est 1000 ans d'histoire de relations entre les hommes et les femmes qui ont fait que les femmes sont aujourd'hui comme ça et que c'est dur de s'émanciper? Ça vient de l'éducation qu'ont reçue les petites filles, et moi y compris, et pourtant je ne suis pas très très vieille, mais de rester à sa place, de vouloir plaire aux autres, de rester sage, gentille, et d'être aussi dans le care, d'être dans le service aux autres, ce qui fait que les femmes au travail, elles vont vouloir rendre service, elles vont vouloir passer pour les filles sympas. Moi, c'est ce que j'appelle le syndrome de la miss, on a envie d'être apprécié par les autres, et ce qui fait que parfois on se dit je ne vais pas oser demander une augmentation de salaire parce que j'ai pas envie que les autres pensent que je travaille pour l'argent. Moi, ça me stupéfie toujours. On travaille tous un petit peu pour l'argent. Il n'y a pas de honte, à avoir. Et puis les femmes, elles vont aussi beaucoup plus douter de leur légitimité. De la place qu'elles ont. Est-ce que je mérite d'être là? Est-ce que c'est dû au hasard? Est-ce que je suis pas là juste par chance? Et ça aussi, c'est qu'elles sont très perfectionnistes. Elles se remettent beaucoup en question. Elles se responsabilisent beaucoup à la place des autres, plus que les hommes. Ce qui fait que du coup, quand elles démarrent dans la vie active, elles ont un peu quelques mètres de retard sur la ligne de départ. Là aussi, page 108, vous faites un petit focus sur les femmes à qui on coupe la parole en réunion. Oui. Et ça, vous devez les croiser parce que vous êtes coach. Oui. Et que cette chose-là, vous l'entendez tout le temps. Oui. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Oui. On m'a pas laissé le dire. La réunion se terminait, on m'a dit au revoir. Voilà. Enfin, comment on s'impose là? Comment on fait là? Alors déjà, notre parole est légitime. Il n'y a aucune raison que quelqu'un nous coupe la parole. Donc on peut dire très calmement, très posément, je vais terminer ma phrase et ne t'inquiète pas, tu pourras finir ce que tu as à dire après, mais je vais d'abord terminer mon idée. C'est bien aussi de se soutenir entre femmes. Quand vous avez une collègue qui se fait couper la parole, n'hésitez pas à intervenir, à dire mais en fait, l'idée de Martine m'intéressait, j'aimerais l'entendre jusqu'au bout. Merci de la laisser terminer son idée. Et puis un peu plus loin, c'est le chapitre 3, vous pouvez être très compétente, mais sans bonne relation avec vos pairs, vous privez votre carrière de ressources précieuses. À l'inverse, croire que, alors ça c'est une phrase qui est assez forte, croire que vos collègues sont vos amis est une erreur qui vous mènera droit dans le mur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Toujours garder la bonne distance? Oui, voilà, ne pas vouloir à tout prix être apprécié par ses collègues. On n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour travailler. On a la famille, on a nos amis dans notre vie personnelle, mais souvent au travail, on a envie de bien s'entendre avec ses collègues, on a envie d'être apprécié, du coup, on ne va pas oser dire non au moment de rendre un service, on va dire, moduler un peu son comportement pour plaire, pour être apprécié, et ça, du coup, ça fait que c'est plus difficile de défendre ses intérêts, de défendre ses intérêts et de faire respecter ses limites. Merci Lucille Quillet. Le prochain livre, c'est quoi? Parce que vous aviez fait un best-seller qui était le prix à payer. C'est quoi le prochain bouquin? C'est une surprise. La surprise. Voilà. Eh bien, vous reviendrez nous en parler de cette surprise. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. Devenir badass au travail, édition Diathéno. C'est pas que de la théorie, c'est de la pratique. Oui. Ce sont des outils pratiques qui vont vous accompagner pour devenir solide, costaud. Solide, des conseils concrets. Merci Lucille de nous avoir accompagnés pour le livre de Smart Job. L'émission est terminée. Évidemment, on se retrouve très très prochainement. Merci à toute l'équipe. Merci à Lucille. À Alice, lapsus, Lucille est avec moi, Alice à la réalisation, merci à Saïd pour le son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis que je n'oublie pas, je vous salue, merci pour vos messages et votre fidélité, à bientôt.